Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Les élections sénatoriales pour le mandat de 5 ans jusqu'en 2029 se sont poursuivies ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. La Cour d'appel, qui devrait entendre ce mardi l'organe national de poursuite judiciaire sur le plaidoyer de Jean-Baptiste Mugimba, jugé coupable de crimes de génocide, a reporté ce rendez-vous. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les élections sénatoriales pour le mandat de 5 ans jusqu'en 2029 se sont poursuivies ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Des élections qui ce mercredi ont concerné 2 sièges réservés aux représentants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire publics et privés. L'Assemblée électorale comprend les enseignants et les chercheurs dans ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire publics et privés. Le docteur Jean Ngaboyi Shema, professeur d'université ici à Kigali, s'est exprimé sur ses attentes face à ces élections. Suivez. C'est une opportunité qui m'est offerte, pour moi voter c'est une joie, puisque nous savons que notre pays avance vite dans le développement. Il n'y a pas de développement sans une éducation de qualité. Et nous pensons que notre sénateur va nous aider à faire passer le message comme une experte dans l'éducation. Et nous pensons qu'il est toujours important, même si nous sommes déjà dans une bonne voie, de ne pas baisser les bras, de continuer. Le Rwanda est déjà un endroit où plusieurs pays sont en train d'envoyer leurs enfants pour l'éducation. Alors nous devons ajuster, nous devons être sûrs que tout ce que le monde veut dans le domaine de l'éducation, nous le faisons. En y ajoutant aussi nos propres valeurs, parce que nos valeurs sont importantes et c'est pour cela que nous avons quelque chose à vendre aux nations environnantes et même au monde entier. Même sujet, dans leur message à l'adresse des candidats sénateurs, les membres de la Commission électorale nationale ont exhorté ces derniers, une fois élus, d'aider le chef de l'État à accélérer le développement et à se rapprocher du peuple et à faire de leur plaidoyer sur les différents défis auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien, suivant ce reportage détaillé de Patrick Nilidandi. On y reviendra un peu plus tard sur ce reportage détaillé donc de Patrick Nilidandi. C'est la grande édition que vous suivez sur Rwanda TV, toujours à propos, cette fois-ci à propos du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'engagement civique indique que beaucoup reste à faire pour relever les défis relatifs à la préservation de l'histoire du génocide contre les Tutsis. Le ministre Jean-Damascène Bizimana exhorte aussi les Rwandais à conjuguer leurs efforts pour lutter contre le négationnisme du génocide qui se manifestent encore dans le monde. Les génocides sont d'une part le fait que nous avons des sites mémoriaux qui existent, notamment des mémoriaux qui sont placés au plan national où on n'a pas suffisamment mis la documentation qu'il faut. Quand je parle de documentation, il s'agit de témoignages qui peuvent être utilisés sous forme audiovisuelle. Il y a des archives écrites et tout cela, tous ces documents ne sont pas disponibles pour être vus dans des sites mémoriaux. Il faut l'explication donnée par des guides de façon physique. Donc nous souhaitons que l'archivage, la documentation audiovisuelle soit dans un premier temps visible, accessible sur des sites mémoriaux placés au niveau national. Les négationnistes existeront toujours. C'est un phénomène qui va avec la planification et l'exécution du génocide lui-même. Parce que des personnes qui planifient l'extermination d'une partie de la population, ils planifient en même temps des techniques, des modalités de sa négation. Mais ce que nous faisons, c'est de documenter l'histoire. Documenter l'histoire par des faits évidents, des faits d'archives, des faits de témoignages. Raison pour laquelle nous faisons
toute une collecte de témoignages de personnes et survivants qui ont vécu le génocide perpétré contre les Tutsis. Et nous travaillons aussi en collaboration avec des partenaires. Il y a des partenaires du secteur privé, il y a des partenaires des organisations non gouvernementales, comme Aegis Trust et autres, pour que ce partenariat puisse contribuer, accentuer, multiplier les efforts en vue de documenter l'histoire du génocide et la faire connaître. C'est surtout ça le premier élément, il faut documenter des faits. Parce que le génocide a été un processus politique abouti par sa mise en exécution. Donc il faut documenter les preuves sur sa planification, sur son long processus. Là, le ministère le fait. Et nous cherchons aussi des partenariats. Nous avons, par exemple, le partenariat avec le Mémorial de la Shoah, qui est une organisation juive qui a son siège à Paris, spécialisée dans la documentation du génocide des Juifs. Déjà à partir d'octobre, le mois prochain, une équipe technique du Mémorial de la Shoah viendra ici à Kigali, ici au ministère, pour travailler avec nos agents sur l'archivage des documents que nous collectons à travers le territoire national. Alors, le message à donner aux Rwandais, c'est que les Rwandais, sans aucune distinction, doivent comprendre que l'histoire du génocide commis contre les Tutsis regarde tout le monde. Elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de notre vie, de notre vécu, que ce soit le vécu d'aujourd'hui et aussi le vécu futur. Donc il faut que les Rwandais visitent les sites mémoriaux afin qu'ils s'imprègnent de l'histoire qui a caractérisé les différentes régions du pays. Il y a des spécificités régionales. Un mémorial qui se trouve à Mibirizi, qui se trouve à Nyange, qui se trouve à Nyundo, n'a pas les mêmes éléments nécessairement que celui qui se trouve à Nyarubouye ou qui se trouve à Musanze ou ailleurs. Donc il faut que d'abord commencer par les citoyens dans les localités où ils habitent, dans les secteurs, dans les districts, dans les villages. Ils s'imprègnent à travers les sites mémoriaux, s'imprègnent de l'histoire qui a caractérisé ces régions-là. Cela leur permettra de pouvoir vivre ensemble, reconstruire la paix et l'unité nationale en se basant sur des cas concrets, des cas précis. Et comme ça, l'unité nationale va se fonder sur base d'éléments tangibles, sans que ce ne soit pas une théorie ou être considéré comme une théorie qui n'est pas basée sur des faits, sur des faits locaux ou même sur des faits qui s'étendent sur le plan national. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. La Cour d'appel qui devait entendre ce mardi l'organe national de poursuite judiciaire sur le plaidoyer de Jean-Baptiste Mugimba, jugé coupable de crimes de génocide dont la sanction est la peine de 25 ans de réclusion, sanction pour laquelle il a interjeté appel, a reporté ce rendez-vous. Plus de détails avec Kassim Youssouf. Alors que la cour d'appel allait ouvrir sa séance ce mardi, Mugimba a indiqué qu'il n'était pas prêt à faire sa défense parce que depuis hier, la direction du centre correctionnel de Nyarugenge lui a retiré l'ordinateur où le procès est conservé. Le président de la cour a immédiatement demandé à l'organe national des poursuites judiciaires de s'occuper urgemment de ce problème, car même lorsque Mugimba a présenté ce lundi le fondement de l'appel qu'il a interjeté, il avait présenté à la Cour ce problème. La Cour avait alors demandé à l'agent du centre correctionnel de Nyarugenge présent pour assurer la sécurité de Mugimba de lui remettre son ordinateur et lui a demandé de ne plus porter atteinte aux droits de l'accusé. L'un des avocats de Mugimba, maître Jean Damascène Varadondoza, a fait observer qu'un tel report du procès retarde le fonctionnement des deux parties concernées dans le procès. La chambre spécialisée de la Haute Cour, chargée de juger les crimes internationaux et transnationaux, avait jugé Mugimba Jean-Baptiste coupable notamment de crimes de planification du génocide et lui avait infligé la peine de 25 ans de réclusion, mais le 22 mars 2022, Mugimba a fait savoir qu'il n'était pas satisfait du verdict prononcé et avait interjeté appel.
Merci Kassim. L'Institut national de statistique au Rwanda annonce que l'économie nationale a enregistré au second trimestre de 2024 un taux de croissance de 9,8% par rapport à 9,7% au premier trimestre, ce qui signifie que la situation de l'économie nationale est bonne. Kassim Youssouf, encore une fois. L'Institut national des statistiques au Rwanda révèle qu'au second trimestre 2024, le produit intérieur brut était évalué à 4 515 milliards de francs rwandais par rapport à 3 972 milliards au second trimestre 2023. La part des services au total de ce produit intérieur brut est de 47%, de 25% pour l'agriculture et de 21% pour le secteur industriel. En agriculture, la production des cultures vivrières a augmenté de 8% suite à la bonne récolte enregistrée au premier trimestre 2024. L'exportation des produits agricoles a par contre diminué de 6% par rapport au second trimestre 2023 du fait que la production du café a diminué. Cela fait un moment où le programme de planter sur tout le territoire national de nouveaux plants de café est opérationnel parce que les caféiers qui étaient là avaient dépassé la maturité nécessaire, ce qui a entraîné la diminution de la production de café. Et à propos du thé, au cours de la présente saison et la seconde et la troisième, parce que la pluie n'a pas été abondante, sa production est faible et c'est ce qui explique cette diminution. Pour les autres produits agricoles d'exportation, les prix au marché international et notamment pour le café expliquent cette diminution de 6%. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique qu'il est en train de mettre en place une collaboration de qualité avec d'autres institutions afin que la production agricole nationale soit bien préservée avant qu'elle ne se détériore. Il a été parfois observé que la production soit abondante et qu'elle ne trouve pas de marché comme il se doit. C'est un problème que nous sommes en train de traiter sérieusement en tant que gouvernement et vous avez constaté l'intervention que nous avons réalisée pour la production du riz, mais nous ne voulons pas le faire parce qu'il y a un problème. Notre souhait est de collaborer à temps avec les agriculteurs et les instances de base et répertorier les acheteurs qui sont d'ailleurs là, mais qui à ce moment n'ont parfois pas assez de moyens pour acquérir toute la production. C'est donc un problème de capacité à court terme. Lorsqu'à ce moment-là, la production réalisée est très abondante, les opérateurs économiques, tout comme les usines et autres acheteurs, sans assez de moyens, ne parviennent pas à acheter cette production et l'écouler petit à petit. Le gouvernement et en particulier le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Administration locale et le ministère du Commerce, nous sommes en train de mettre en place des mesures nous permettant d'avoir à temps des bonnes informations pour que nous puissions faire convenablement notre intervention en construisant des greniers et instaurer un mécanisme qui aide à acheter cette production. Il est prévu que le produit intérieur brut cette année va augmenter de 6,6% suite essentiellement à la production des secteurs tertiaires et secondaires et grâce à la relance de la production des produits dérivés de l'agriculture. Le bureau rwandais en charge des investigations RIB en sigle exhorte le public à signaler rapidement les cas de violence basés sur le genre et à préserver les preuves pour éviter que les victimes, pour plutôt aider les victimes à obtenir justice. Cet appel a été lancé au cours du lancement officiel d'une formation pour aider les médecins et infirmiers de 48 hôpitaux à recueillir et à préserver les preuves de violences sexuelles en vue des procédures judiciaires. Patrick Nilidandi pour plus de détails.
Munyankindi Monique, président de l'association Haguruka, organisation non gouvernementale dédiée à la défense et à la promotion des droits des femmes et des enfants, souligne que certaines victimes des violences basées sur le genre ne parviennent pas à obtenir justice en raison de preuves insuffisantes. Parfois, lors de l'examen d'une affaire au tribunal, en particulier une affaire de violence, il est clair et bien connu ce qui s'est passé. Cependant, le défi réside souvent dans les preuves. Vous pouvez constater que les preuves présentées n'indiquent pas avec précision le véritable auteur. Les prestataires de soins de santé dans les hôpitaux dotés des centres de santé Isange One Stop sont actuellement les seuls équipés pour collecter et conserver des preuves cruciales utilisées par la justice lors des violences exercées sur des enfants et autres victimes de violences basées sur le genre. Cependant, la perte de certaines preuves a incité les autorités à commencer à former des infirmières supplémentaires pour fournir le soutien nécessaire en cas de besoin. Si vous regardez le nombre d'infirmières dans les hôpitaux, il est assez important. L'objectif de notre pays est que toutes les infirmières aient les mêmes connaissances sur la préservation des preuves, afin que toute personne ayant subi des violences puisse recevoir une assistance immédiate sans délai. Au total, 96 infirmières des 48 hôpitaux ont commencé une formation pour aider les médecins à recueillir et à préserver les preuves de violences sexuelles en vue de procédures judiciaires. Cette formation vise à combler les lacunes qu'elles rencontrent dans leur travail quotidien en leur donnant les compétences nécessaires pour soutenir les efforts de justice. Oui, il y a des connaissances que nous avons acquises pendant nos études. Cependant, grâce à notre travail quotidien, nous avons identifié que nous avons besoin de connaissances au-delà de ce que nous avons déjà. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, la première personne qu'il rencontre est souvent une infirmière. Il est essentiel de lui fournir des informations adéquates sur la manière dont il peut être aidé et de les guider sur la manière de préserver les preuves. Le porte-parole du bureau rwandais en charge des investigations, RIB en sigle et en anglais, Dr Murangira Thierry, note que les efforts visant à trouver et à préserver les preuves cruciales pour rendre justice aux victimes des violences basées sur le genre sont d'une grande importance. Certains jeunes garçons subissent des violences sexuelles de la part des filles plus âgées et eux aussi portent plainte. Lorsque nous recevons des victimes, nous ne faisons pas de distinction en fonction du sexe. Toutes sont traitées de manière égale. Les hommes deviennent également plus courageux en venant au centre Isange One Stop pour déposer plainte. Et les femmes responsables sont poursuivies en justice. Nous continuons à préserver les preuves dans le but de garantir la justice. Selon les statistiques du RIB, le bureau rwandais en charge des investigations, au cours des 2 dernières années, 19 648 personnes ont subi des violences sexuelles, dont 10 439 enfants de moins de 18 ans. Revenons sur les élections sénatoriales. Dans leur message à l'adresse des candidats à sénateurs, les membres de la Commission électorale nationale ont exhorté ces derniers, une fois élus, d'aider le chef de l'État à accélérer le développement et à se rapprocher du peuple et à faire leur plaidoyer sur différents défis auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien. Patrick Milidandi. La ville de Kigali comptait 117 membres du conseil électoral qui ont voté pour un sénateur sur les 4 candidats qui se sont présentés à ce poste en vue de représenter la ville de Kigali au Sénat rwandais. C'était une élection qui n'a pas pris beaucoup de temps. Le nombre de candidats et d'électeurs était faible. Les électeurs sont les membres des bureaux de conseil de la ville de Kigali et des conseils des secteurs. En district de Ngoma, même opération que dans la ville de Kigali. Certains des membres du conseil électoral ont demandé à ceux qui seront élus d'être plus proches du peuple et de faire entendre leur voix là où elle n'arrive pas.
À Niagatare aussi, les électeurs ont demandé aux sénateurs de prendre particulièrement soin de faire entendre la voix des agriculteurs. En district de Gisagara et Houye, ils se sont également rendus aux élections sénatoriales. Certains membres du conseil électoral de cette région ont également demandé des choses essentielles aux sénateurs qui seront élus. Dans les districts de Rusizi et Yamasheke, des scrutins similaires ont été organisés. Les résidents de Yamasheke et les membres du conseil électoral soulignent qu'ils s'attendent à un changement dans le développement de ces districts qui a toujours été considéré comme le district le plus pauvre de tout le pays en raison du manque d'infrastructures telles que les routes, ce qui empêche les résidents de mettre sur le marché leurs produits. Dans les districts de Gichumbi et Musanze, c'est en province du Nord, ils ont demandé que les sénateurs soient élus pour aider le président de la République à stimuler le développement du pays et à faire plus d'efforts en vue de développer davantage le secteur agricole. La présidente de la Commission électorale nationale, Oda Kasizigwa, souligne que l'image générale de ces élections et de la compétence des candidats montre que tous ont la capacité de se baser sur les demandes des citoyens. Parmi les 12 sénateurs, la province du Nord sera représentée par 2 sénateurs, tandis que toutes les autres provinces seront représentées par 3 sénateurs et la ville de Kigali sera représentée par un seul sénateur. Tous les 8 autres sénateurs seront nommés par le président de la République. 2 seront élus parmi les représentants des universités publiques et privées. 4 seront nommés par le Forum national consultatif des formations politiques. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.